Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. La saison estivale démarre fort à Antibes-Juan-les-Pins. Dans cet épisode, Jean Leonetti nous présente les grands rendez-vous culturels et événementiels de l'été. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Le jazz démarre fort, les 2 premières soirées ont un taux de remplissage à plus de 90%. Avant d'évoquer avec vous la stratégie événementielle de la ville, donnez-nous le secret de cette réussite de Jazz à Juan. Le secret, c'est d'évoluer et de à la fois se trouver dans une tradition, 64e édition. Le plus vieux festival de jazz d'Europe continue à avoir du succès. Et donc, bien sûr, il y a des noms qui font rêver. Porter, Bernard Harper, Robert Plant, Ibrahim Malouf. Donc c'est des noms qui font rêver, qui sont déjà rentrés dans la légende. Et puis il y a des choses nouvelles, voilà. Et ces choses nouvelles, on les découvre avec la garantie de la qualité. Et donc, au fond, le Festival du Jazz, c'est un mélange assez subtil de gloire et de future gloire, avec un dénominateur commun, c'est qu'on sait que l'artiste qu'on va voir est un artiste qui a été sélectionné parmi les meilleurs du monde. Et puis, le Festival du Jazz, c'est désormais, depuis plusieurs années maintenant, un off. Le off, c'est gratuit, c'est dehors. Pendant toute la durée du festival, pendant les 10 soirées, il y aura un off qui permet à chacun de goûter à cette musique si diverse et si prenante qu'est le jazz, avec un élément supplémentaire, c'est qu'il y a 2 soirées de jazz dans la Pinède qui sont gratuites. Et donc c'est aussi un élément qui est la marque de fabrique du Festival du Jazz, c'est l'excellence et l'ouverture à tous. L'autre monstre sacré culturel à Antibes, c'est Picasso. Picasso, 75 000 visiteurs en 3 mois l'été dernier. La première semaine du lancement de l'exposition Armand et Venez, plus 14% de fréquentation. Et là, c'est quoi la recette ? La recette, elle est relativement facile. D'abord, le musée Picasso est un phare sur les remparts. Ce château Grimaldi transformé par Dore de la Souchère grâce à Picasso en musée. On amène la quintessence de l'art contemporain. Miro, l'année dernière, c'est une marque, Miro. Et cette année, alors, cette complicité entre Venez et Armand, qui a été un artiste de l'école de Nice, le fait d'exposer à la fois du Venez sur le Pré des Pêcheurs et à l'intérieur du musée, moi, ça me va bien. J'aime bien qu'on soit à l'intérieur des musées et à l'extérieur des musées, là aussi, pour que tout le monde en profite, tout le monde s'interroge, et que l'art contemporain ne soit pas quelque chose qui est réservé à une élite ou à une petite partie de gens qui disent qu'ils comprennent alors que les autres le regarderaient de loin. Et puis, je suis sûr que ça va être un record cet été, parce que Venez, c'est une marque très particulière cette année, puisqu'ils travaillent avec l'intelligence artificielle. On dit l'intelligence artificielle va supplanter l'humain. Non, elle va être au service de l'humain, y compris dans la culture. Et donc, il y a des toiles extraordinaires à l'intérieur du musée Picasso. Et ces toiles, elles ont été faites par Venez en s'aidant de l'intelligence artificielle. C'est du Venez, mais c'est avec un outil qui est l'intelligence artificielle. Bon, après, Armand, c'est un personnage de légende presque, parce qu'il avait une grande humanité, et une grande capacité de talent et de diversité. Donc retrouver Armand à l'intérieur du musée Picasso, c'est réconcilier finalement le contemporain récent qu'on garde dans nos mémoires, et puis le contemporain un peu plus ancien qui est celui de Picasso. On sent un peu d'affection, vous l'aviez rencontré ? Armand, je ne peux pas dire que c'est un ami, mais enfin, on a eu des relations très amicales, on a beaucoup échangé. C'est un homme qui était ouvert au monde, et en même temps qui avait une profonde humanité, qui était un collectionneur aussi, et qui était toujours en quête de quelque chose de nouveau. C'est lui quand même qui, avec César, on fait l'école de Nice, et on fait exploser la Riviera française sur le plan artistique dans les années 70. Donc c'est à mes yeux un très grand artiste. Puis à la partie Pré des Pêcheurs, exposition à ciel ouvert qui marche très fort aussi avec les grandes œuvres de Venez. Ben oui, Venez à l'extérieur, ça me plaît. Voilà, moi j'aime bien que l'art s'expose. Et alors, il
il y avait un contemporain qui disait il faut accepter de pousser la porte des musées parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'il y a dans le musée, c'est fait pour l'élite. Non, et si on prend ce qu'il y a à l'intérieur des musées et qu'on le met sur la place publique, c'est ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs années dans la ville d'Antibes, eh bien on voit que l'art est en proximité. Il fait réagir. De temps en temps, on voit le David, l'homme sur le seau, sur un banc, et on dit, mais qu'est-ce qu'il fait à regarder son portable? Et ça interroge. Ça peut aussi plaire ou déplaire. On peut très bien dire aussi, finalement, le défi de la Varenne au-dessus des remparts, ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais ce qui est important, c'est de faire réagir. L'art doit interpeller l'âme et la sensibilité des personnes, et il faut les interpeller dans la rue, il faut les tirer par la manche. Et puis il y a Antea qui continue de parader avec... Alors Antea, il me pose un problème. Le 15, 16 et 17, voilà, Fabrice Lucchini lit du Victor Hugo. Donc c'est génial. Et en même temps, on a des soirées de jazz avec Robert Plant, Grégory Porter et Ibrahim Malouf. Donc il faudra choisir, voilà. Mais au fond, quand on regarde ce qu'on offre à la population qui vient sur la Côte d'Azur à Antibes, on se rend compte qu'il y a 1000 propositions. Et au fond, c'est bien de choisir. Et c'est bien d'avoir un petit trop plein plutôt que d'avoir un vide. C'est pas uniquement le ciel, le soleil et la mer. La Côte d'Azur, c'est aussi un creuset de culture, de loisirs, de découvertes. Et ça me paraît logique que de temps en temps on se dise, alors qu'est-ce que je fais ce soir? Je vais à Antea voir Lucchini ou bien je vais voir Ibrahim Malouf. Le tourisme patrimonial fonctionne très bien en Antibes-Juan-les-Pins. Vous l'attribuez à quoi, cette réussite? C'est l'originalité, c'est la marque de fabrique de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Vous avez un patrimoine exceptionnel. Vous avez un fort carré qui domine le port Vauban, qui est le premier port de plaisance européen. Vous avez des remparts qui sont désormais piétons et qu'on peut parcourir. Vous avez le château Grimaldi qui est devenu le musée Picasso. Vous avez les casemates dans lesquelles il y avait antérieurement les soldats qui désormais sont des espaces dédiés aux artistes et aux artisans. Il y a vraiment une soif de connaissance du patrimoine et du patrimoine marin aussi, patrimoine environnemental. Il y a un beau patrimoine, c'est le phare. Quand vous allez en Bretagne, le phare pour eux, ça fait partie d'un paysage, ça fait partie d'une légende, ça fait partie de l'histoire de la Bretagne. Il n'y a pas un phare sur la Côte d'Azur qui soit visitable en dehors de celui d'Antibes. Nous, on n'a pas cette notion du phare. Et pourtant, le phare, à la pointe de la Garoupe, c'est aussi une façon d'interpeller avec la lumière, non plus les bateaux pour les prévenir des rochers, mais d'interpeller tout le monde en disant « Venez voir le plateau de la Garoupe, c'est un des plus beaux endroits avec le sanctuaire qui existe à Antibes avec un panorama extraordinaire. » Et puis si vous montez alors dans le phare, et c'est gratuit, à ce moment-là, vous avez le panorama à 360 degrés sur toute la Côte d'Azur à partir de Antipolis, c'est-à-dire la ville d'en face. Donc cet élément-là, en dehors d'un paysage exceptionnel qui est le paysage de nos vieilles rues du vieil Antibes associé à la Pinède ou au Cap d'Antibes dont on peut faire le tour sécurisé piéton maintenant, sont des éléments qui portent une forme d'identité, d'authenticité que le touriste a envie de découvrir. Si vous voulez du sable et du soleil, il y a beaucoup d'endroits dans le monde et autour de la Méditerranée dans lesquels vous avez du sable et du soleil. Si vous voulez avoir un petit supplément de culture et d'âme, il faut venir à Antibes. Et puis il y a toute une programmation événementielle qui est plus populaire. Je pense aux feux d'artifice. Antibes est la seule ville du département qui en tire 2 pour la fête nationale. Le 13 à Antibes et le 14 dans la baie de Jouan. Chaque fois, c'est 25 000 visiteurs qui se déplacent pour venir voir ces feux d'artifice. Quelle est la part des animations gratuites ? Alors, les parts des animations gratuites, c'est presque 50% des événements qui se déroulent sur la Côte d'Azur. Vous pouvez avoir les brass bands après le jazz, par exemple, qui traversent les villes à Antibes et à Juan-les-Pins. Vous pouvez avoir, bien sûr, le jazz off, on en a parlé. Et puis, vous pouvez avoir, bien sûr, les feux d'artifice qui sont visibles et qui ont toujours autant de succès.
Le feu d'artifice chez nous, on en fait 2 parce que si on le fait qu'à Antibes, en Juan-les-Pins et Jaloux, et si on le fait à Juan-les-Pins, Antibes et Jaloux. Donc on en fait un à Antibes, près de la Siesta, et on en fait un à Juan, dans la baie de Juan. Et puis de la baie de Juan, cette année, on pourra le faire à partir d'une partie de la promenade de soleil qui sera terminée et qui va aussi être demain une belle promenade le long de la baie de Juan. Comment est-ce que vous lissez la programmation événementielle sur l'été et puis de façon un peu plus large? On essaie de se calquer sur l'attente de la clientèle. L'attente de la clientèle, je vais caricaturer, elle est plus familiale en juin et en juillet, et plus avide d'événements culturels, touristiques. Elle est plus sable et soleil et feux d'artifice au mois d'août, et elle est très culturelle à partir du mois de septembre, et c'est pour ça que Antea recommence. L'été, c'est la fréquentation touristique, c'est juillet-août. À Antibes, désormais, heureusement, c'est juin, juillet, août, septembre, et une grosse partie d'octobre, parce qu'octobre, c'est encore une belle saison avec une luminosité exceptionnelle, celle qui a séduit Nicolas de Staël. Vous avez quelques chiffres déjà de la fréquentation? Vous avez une tendance à nous donner? La tendance de la fréquentation, c'est plus 8%. Donc on sait qu'on va avoir une saison touristique meilleure que celle de l'année dernière, qui était pourtant déjà culminant dans les sommets des 10 dernières années. Donc il faut les recevoir, il faut sécuriser nos événements. Je ne reviens pas sur le fait que nos feux d'artifice, il y a les portiques, il y a les fouilles, et il faut pouvoir dire aux gens, vous pouvez venir en famille et en toute tranquillité, la sécurité est assurée. Et puis faire en sorte que on continue à avoir ce double label, l'excellence et l'ouverture à tous. Je crois que vous donnez aussi une part aux événements sportifs. Alors on a 2 événements qui sont là aussi de niveau mondial. On a bénéficié du padel, qui est un sport très populaire. On a eu un beau spectacle avec un plein dans la Pinède les 2 soirées. Et puis maintenant, on va avoir le footy-volley avec les Brésiliens qui sont quand même encore toujours dans les sommets et avec leurs gestes acrobatiques au-dessus du filet. C'est un spectacle qu'il faut voir au moins une fois. C'est un challenge sportif. Et là, vous aurez les meilleurs du monde. Beaucoup de sollicitations, on l'a vu, c'est un bel été qui se prépare. Oui, c'est un bel été qui se prépare et j'espère que tout le monde pourra en profiter et que ça amènera à la fois beaucoup de joie et d'enthousiasme et beaucoup de sérénité et de tranquillité. Je vous remercie. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan-les-Pins. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.